On va commencer. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Yves Nicole. Je suis président de la section Montréal de l'IBA. Donc, ce soir, encore une fois, malheureusement, une formule virtuelle. On s'ennuie de vous. On a hâte de vous rencontrer en personne. Donc, on va débuter avec les nouvelles de la section. Et par la suite, M. Alejandro Flores Massa va nous parler de son prix qui lui a permis de remporter le prix Graal 2020. Et on pourra passer à une période de questions. Je vais vous offrir d'écrire vos questions sur le chat et moi, je vais les rassembler puis poser les questions pour vous, Alejandro. Donc, naturellement, malgré la situation, on remercie nos partenaires qui continuent à nous appuyer dans nos démarches. Donc, on a plusieurs partenaires commerciaux et naturellement plusieurs académiques aussi qui sont avec nous dans chacune de nos activités. On va commencer par les bonnes nouvelles. Chaque année, le IBA organise des awards pour reconnaître le travail des chapitres et des bénévoles à travers le monde. On a plus de 120 chapitres partout en Europe, dans les Amériques, en Inde, en Russie. Il y a des chapitres partout dans le monde. Et si on se rappelle, l'année passée, on avait été nominé comme finaliste pour l'excellence en leadership, quelque chose qu'on avait beaucoup apprécié et qu'on a eu la chance de faire une présentation à l'ensemble des chapitres aussi à travers notre vice-présidente Rachel, qui a présenté un peu notre recette, comment on avait mis en place notre excellence en leadership. Cette année, on a été reconnu, on a été finaliste dans la catégorie de livraison de la valeur pour nos membres. Donc, à travers des entrevues qu'on a passées avec des responsables et des questionnaires, on a été retenu avec l'Italie et les Royaumes-Unis. Mais malheureusement, cette année, on reste bon finaliste, mais on n'a pas remporté la palme, mais c'est quand même une très belle distinction, je pense, au niveau du chapitre. Ça nous encourage toujours très fort à continuer justement à livrer de la valeur pour l'ensemble de nos membres. On se rappelle aussi qu'au niveau des bénévoles, notre collègue George Bryson a remporté la palme pour l'année 2019 dans la région Est des Amériques. L'année passée, l'organisation d'IBF avait une région qui s'appelait l'Est et qui regroupait tous les chapitres à partir de la Floride jusqu'à Québec. C'était plus d'une soixantaine de chapitres. Ça faisait une très, très grosse région. Donc, George, il s'est illustré comme volontaire de l'année passée. Et cette année, ils ont réorganisé un peu la région Est. On a le Nord-Est et le Sud-Est. On est quand même au Nord-Est une quarantaine de chapitres qui travaillent en collaboration. Et c'est votre humble serviteur qui a été retenu comme le volontaire de l'année. C'est quand même un coup de force que 2 années de fil dans le même chapitre, on a réussi à se distinguer. Donc, la compétition était forte dans la région nord-est. Il y avait de très, très bons candidats avec moi. J'étais même très surpris d'avoir rapporté la palme. Donc, encore une fois, c'est une belle tape dans le dos, puis ça nous donne tout le courage puis l'engouement pour continuer à faire du bénévolat au niveau professionnel. Bravo Yves, bravo. Merci Dulce. Donc, c'est une fois de plus cette année, je suis donc pas gêné du fait de vous démontrer qu'on a quand même une belle influence dans le domaine de l'analyse d'affaires. À chaque année, à cette période-ci, on fait des élections au mois de décembre pour partir la nouvelle année avec un conseil d'administration bien rempli. Donc, il y a 4 postes qui se libèrent cette année. Vous savez que nos postes, c'est des mandats de 2 ans. Donc, à chaque année, il y a quelques personnes qui nous quittent et on les remplace avec des gens qui sont pleins de dynamisme, qui veulent aussi s'investir et partager leur capacité avec les autres membres du CA et pour les membres de l'association. Donc, vous allez recevoir ceux qui sont membres en règle, parce que pour voter puis être membre du CA, il faut être membre en règle de l'IBA et de la section.
Donc, vous allez recevoir une communication, puis je vous invite là, à poser votre candidature. Au niveau de nos certifiés, à chaque période où on le peut, George fait la compilation de tous les personnes qui ont été certifiées. Donc, je vais passer rapidement là, pour féliciter par certification les personnes qui ont reçu récemment des certifications. Donc, Anne Gaudreau, qui le 9 novembre a reçu sa certification CCBA, mais Anne accumule déjà plusieurs certifications obtenues en 2018 et en 2019. Donc, félicitations Anne pour cette troisième certification. Puis, je vois qu'il y a une progression qui se fait, puis on s'en va vers le CEBAP. Au niveau du ECBA, vous voyez ici là, le nom, Marianne, Marjorie, Jerry, Sonia et Martine ont obtenu leur certification ECBA dans les derniers mois. Au niveau du CEBAP, Énoir et José-Louis aussi, on les félicite pour ce bel accomplissement. On sait que c'est quand même beaucoup d'énergie et de volonté pour s'y rendre. Dans les autres certifications, côté Agile, Mirva, notre collègue au CA, le 3 mai, puis Jean Edwin, qui a fait au 3 mars, a obtenu lui aussi sa certification AAC. Et on voit que ces gens-là ont leur CEBAP. Donc, eux ont une certification qui est rattachée au BABOC, mais vont chercher des certifications qu'on appelle des extensions. Donc, l'extension Agile en est une. Donc, ces gens-là cumulent aussi des certifications à l'interne du IBA. Ici, deux autres extensions sur la sécurité et sur le Data Analytics, des toutes récentes, c'est vraiment récent. Donc, Linda, Amira, Thomas et Alex. Et on voit ici Alex. Alex, lui, il a quasiment toutes les certifications. Il les a toutes, les certifications de l'IBA. Il a travaillé très fort dans les dernières années pour les cumuler une après l'autre. Donc, encore une fois, félicitations à tous nos membres, et on espère que vous allez poursuivre dans cette vague-là. Et puis il y a de la place, comme je vous disais tantôt au CA, les gens qui ont des certifications sont toujours le bienvenu pour accumuler des CDU pour leur recertification. Je pense Anne est sur l'appel, peut-être elle pourra dire un mot. Anne? Je vois une Anne, je ne sais pas si c'est Anne Gaudreau, mais... Je ne sais pas si son micro est ouvert. Non. Non? OK. On se serait essayé. Excuse-moi, j'ai eu des petits problèmes. Bon, ben, bonjour Anne. Félicitations. Bonjour. Puis on est bien merci, heureux. Merci. Parce que quand on est en salle, on aime beaucoup féliciter les gens puis leur laisser le temps de dire quelques mots. Là. Donc, on voulait... c'était beaucoup de travail. Ouais. J'ai été chercher ma certification avec l'étude, j'ai été avec un groupe d'études que j'avais trouvé via les LIBEA en Caroline du Sud. OK. Alors, j'ai eu l'expérience d'aller chercher cette certification-là par ce chemin-là. Bon, ben c'est très bien. J'ai des nouvelles par rapport à ça dans quelques slides. Fait qu'on te remercie beaucoup, puis on te félicite encore une fois pour ta belle certification ou tes certifications. Et on t'encourage à continuer. Merci beaucoup. Bonne présentation. Donc, ici, on a les statistiques globales à travers le monde de comment, quand les certifications ont apparu. On voit que les deux dernières ici, c'est quand même récent. Et comment combien de monde sont certifiés. Et c'est intéressant de voir qu'on ne donne pas notre place. Je regardais ça, là, on est à plus de 1% de la masse mondiale des certifications dans notre chapitre à Montréal. Donc, je pense que c'est une belle réalisation. Puis, on va continuer à aider nos membres à se certifier. Et dans ce contexte, je vous annonce que le 9 décembre prochain, on fait justement une séance d'information. Donc, si vous êtes curieux, vous voulez savoir comment ça se
passent se certifier. On a invité 6 personnes, une personne pour chaque certification, qui va venir nous conter sa recette à lui, parce qu'on a fait le même exercice l'an dernier, puis on s'est aperçu qu'il y a autant d'approches qu'il y a d'individus. Chacun le fait à sa façon. Il y a des choses qui sont communes, mais c'est très intéressant de savoir comment les gens sont prises. D'autant plus que ces personnes-là, ça ne fait pas 5, 6 ans, 10 ans qu'ils sont certifiés, c'est tout récent. Donc, si ça vous intéresse, venez les écouter. On a Mirva qui va animer la présentation, qui n'est pas à ses premières armes dans l'animation de cette présentation-là. Et on va partager avec vous là, beaucoup de connaissances, puis on va vous donner des trucs pour vous inscrire à la certification et vous certifier. Et dans ce contexte-là, on vous annonce aussi, là, quasiment en primeur, qu'on va débuter à l'hiver, dès janvier ou plus tard février, un groupe d'études ici à Montréal. Beaucoup de chapitres offrent déjà des groupes d'études. Nous, on va en débuter un. Donc, vous allez avoir des CBAP qui vont vous aider, vont vous encadrer. Ce n'est pas de la formation, je vous le dis tout de suite, mais on va vous donner les détails de comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Donc, venez à la séance d'information et tenez-vous prêts pour débuter là, vos certifications. Je pense qu'avec la pandémie, c'est un très bon temps de passer du temps là-dessus. Donc, pour les prochaines conférences, on fait relâche, étant donné la session d'information en décembre, on fait relâche, mais on vous revient en janvier avec une conférence en collaboration avec le chapitre de Québec. Et pourquoi? C'est que j'ai été personnellement invité par le chapitre de Québec pour faire une conférence et on a décidé de la faire de façon conjointe. Donc, le 21 janvier, je vais vous faire une présentation, une conférence qui va se nommer de la stratégie au requis dans un contexte d'agilité disciplinée. Donc, je vais vous parler de planification stratégique, d'architecture d'affaires, d'analyse d'affaires et de discipline agile. C'est un peu un melting pot là, de beaucoup de concepts, mais qui compte une histoire là, de bout en bout. Donc, si ça vous intéresse, le 21 janvier, vous allez voir passer les invitations. Vous pourrez vous inscrire à cette présentation-là. Donc, ce soir, au menu, on a Alejandro Flores Masso de Desjardins. Alejandro, il y a un parcours académique intéressant en pharmaceutique et en biologie. Donc, il a, comme beaucoup de monde à l'université, il a appris à apprendre et là, il s'est dirigé vers l'analyse d'affaires. Vous allez le voir, Alejandro, c'est un passionné. Et il a conduit un beau projet pour Desjardins dans un projet qui s'appelle Octroi 5 jours, qui visait à optimiser le processus d'octroi. Donc, dans l'entreprise. Donc, c'est ce projet-là qui a valu la Palme d'Or à Alejandro pour le Graal 2020. Donc, on va lui laisser vous expliquer sa démarche, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et comment ils ont réussi à nous séduire ou à séduire le jury du Graal 2020. Donc, Alejandro, je vais te laisser prendre le contrôle de la présentation et faire ton introduction. Parfait. Donc, je vais juste partager mon écran en premier. On voit bien l'écran, Yves? Oui, mais il faudrait le mettre en mode présentation, puis tu pourrais débuter. OK. On ne voit pas la présentation, on ne voit pas en mode présentation actuellement. C'est beau là. Là, c'est correct. OK, parfait. OK. Oui, bonjour à tous. En fait, je suis content d'être là. Je disais à Yves tantôt, juste avant la rencontre, là, que j'étais content de représenter encore ce projet-là que j'avais présenté dans le chapitre de Québec. En fait, comment on va fonctionner pour la conférence? Je vais vous présenter premièrement un petit peu par rapport à mon parcours. Ensuite, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est la présentation du projet, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait et c'est quoi le rôle de l'analyse d'affaires
en fait, dans ce type de projet là, que j'ai joué. C'est quoi nos défis, puis nos facteurs clés de succès. Puis à la fin, on va répondre aux questions. Donc, en fait, juste pour que vous me connaissiez un peu plus, moi, je suis né puis j'ai grandi au Mexique. Je suis arrivé ici au pays en 2001, donc ça fait déjà une vingtaine d'années. À l'université, comme Yves le disait, j'ai un peu un parcours atypique pour me retrouver comme analyste d'affaires. Donc, j'ai commencé mes études en sciences biologiques et puis ensuite, j'ai fait un passage au doctorat en pharmacie. Puis, je me suis vite rendu compte que j'aimais bien les sciences, mais que ce n'était pas nécessairement pour moi. Donc, j'ai fait un saut à HEC Montréal en administration des affaires. Donc, quand je suis arrivé à HEC Montréal, en fait, je n'avais pas nécessairement l'idée d'aller en analyse d'affaires, en TI ou quoi que ce soit. Donc, quand j'étais dans le tronc commun qu'on donne à tous les étudiants, c'est là où j'ai rencontré Michel Mainville, qui est maître d'enseignement du programme de technologie de l'information. Puis après un premier cours de TI, il parlait beaucoup d'analyse d'affaires. Puis je suis allé le voir, je m'en souviens. Puis j'avais demandé, bon, ben Michel, dis-moi concrètement, c'est quoi que ça fait une analyse d'affaires dans la vie, là? Fait qu'il a pris le temps de m'expliquer vraiment ce que ça faisait, une analyse d'affaires. Puis je me suis lancé là-dessus dans les choix d'options. Et puis, dernièrement, j'ai complété une certification avec l'Université de Laval en analyse d'affaires et conseil stratégique, donc à temps partiel avec Desjardins. Sinon, au niveau professionnel, j'ai fait au début de ma carrière surtout au niveau pharmaceutique. Donc, je travaillais pour la division pharmaceutique des métros. J'ai travaillé aussi pour Pharmascience. Je vois qu'il y a des anciens collègues des Pharmasciences qui sont présents. Salut Francis. Donc, c'était une super belle expérience. Puis, je me suis retrouvé par pur hasard chez Desjardins où j'ai rencontré ma gestionnaire actuelle, Joanne Boutin. Et je suis toujours là en train de faire des projets. Donc, ça, c'est un peu à propos de moi. Avant de parler du projet, en fait, juste une petite mise en contexte. Imaginez-vous, en fait, plusieurs d'entre vous devez être incorporés ou peut-être qu'il y en a qui ont des entreprises. Donc, avant que ce projet-là débute, imaginez-vous, vous êtes un entrepreneur qui arrive dans un centre Desjardins Entreprises pour demander un financement. Vous avez une petite business, que ce soit à Montréal ou peu importe ailleurs. Puis, vous demandez un financement, que ce soit pour acheter de l'équipement ou rénover votre bâtisse commerciale, etc. Bien, juste avant que ce projet-là arrive, que ce projet-là, il voit le jour, en fait. Ça prenait environ 26 jours dans le processus complet pour que vous ayez votre prêt dans votre compte bancaire. Donc, là, je vais vous expliquer un peu plus les enjeux, mais vous savez, des fois, quand on a besoin d'un prêt dans une entreprise, c'est un moment crucial. Peut-être que vous avez une opportunité de partenariat avec des fournisseurs ou peu importe. Puis, avoir un prêt en 26 jours, mais ça peut vous bloquer dans plusieurs choses. Donc, mise en contexte. Le projet en soi, en fait, ce qu'on a fait, grosso modo, dans le projet, puis ça a l'air très simpliste, mais ce qu'on a fait, c'était vraiment la simplification du processus d'octroi de crédit en transférant les activités d'analyse des dossiers qui étaient réalisées en CDE, le Centre Desjardins Entreprises, vers une équipe dédiée au CSPH. Le CSPH, c'est le Centre de services partagés à réaliser entreprises, qui est un peu comme le back-office. Le Centre Desjardins Entreprises, c'est un petit peu l'équivalent des caisses Desjardins que pas mal tout le monde connaît, mais qui sont spécialisées pour les entreprises. Donc, c'était vraiment un transfert d'activité qui se faisait avant dans ces centres-là vers un arrière-guichet, un back-office. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire avec ce projet-là? On voulait atteindre un délai de réponse aux membres clients en 48 heures, donc pouvoir lui dire votre prêt est approuvé à l'intérieur des 48 heures, approuvé ou refusé ou s'il y a des conditions. Et être capable aussi de faire un déboursé du prêt en 5 jours au moins, selon les besoins des membres et clients. Certains membres, ils avaient juste besoin de savoir que le prêt était approuvé, donc pas nécessairement de l'avoir en 5 jours, mais on voulait être capable de le faire en 5 jours.
Et la clientèle qui était visée, c'est toute la clientèle qui concerne les commerciales, industriels, agricoles, l'immobilier locatif commercial et résidentiel. Donc, comme je vous ai dit, dans le fond, comment est-ce que le projet a vu le jour? En fait, ce que je vous racontais, la petite histoire tantôt de vous êtes entrepreneur, vous arrivez au CDE, au Centre de gestion d'entreprise, et ça prend 26 jours pour avoir votre prêt. Vous comprenez que le moment d'octroi, c'est un moment de vérité pour les membres. Donc, ces observations-là ont été faites par des conseillers en efficacité opérationnelle qui, ils ont fait un diagnostic pour aller évaluer le processus qui était trop long et pour ça monter à la haute direction. Puis c'est là où il y a un projet qui est parti. On le savait déjà aussi qu'à ce moment-là, en 2018, la concurrence autorisait déjà rapidement. Dans toute cette analyse-là aussi qu'ils ont fait sur le terrain, il y avait de la lourdeur dans la documentation, et autant pour l'analyse que pour le suivi des dossiers. Et il y avait aussi un besoin de renforcement au niveau de l'étape de préqualification des dossiers, qui est l'étape justement quand l'entrepreneur rencontre son directeur des comptes et il y a une préqualification qui se fait, il regarde un petit peu les états financiers, les documents, etc., puis il fait une préqualification. Donc, il y avait des lacunes à ce moment-là à ce niveau-là. Donc, c'est de là où il est né le projet. Donc, il n'y avait pas d'équipe à ce moment-là. C'est sûr que c'est une équipe qui ont bâti par la suite pour pouvoir le faire. L'équipe projet en soi, j'ai voulu mettre quelques noms ici, mais ça ne rentrerait pas sur une seule page. La promotrice, c'était Mme Joanne Boutin. En fait, c'est une gestionnaire, ça fait une trentaine d'années, qui est chez Desjardins. Puis, donc, c'est vraiment une femme c'est une femme qui était avant sur le terrain, donc qui connaît très bien les contenus. Donc, c'était une promotrice qui était très impliquée. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup aidé dans la réussite du projet. On a eu 2 chefs de projet, donc Isabelle Sylvie Leblanc, qui a fait jusqu'à presque la toute fin, puis Carlos Camargo, qui a repris les projets pour le mener à terme jusqu'à la fin. Dans l'équipe cœur, il était formé, j'étais là comme analyse d'affaires. Il y a eu plusieurs product owners qui ont fait partie du projet à différents moments. Il y a eu plusieurs experts métiers aussi qui étaient impliqués. Il y avait des conseillers en efficacité opérationnelle, des personnes en gestion de changement, des personnes en déploiement, en déploiement dans le fond, et l'équipe de formation aussi. Donc, c'était vraiment l'équipe cœur du projet là, à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on a travaillé avec une équipe TI que je vais vous parler un petit peu plus tard. Il y a plusieurs équipes TI chez Desjardins et on a fait affaire avec une équipe qui est un centre de développement rapide pour nous permettre de développer une application qu'on avait besoin de développer au cours du projet, donc je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, je vais vous parler un petit peu aussi de comment on a fonctionné dans ce projet-là. C'était vraiment de la co-création pour la solution qu'on a mis en place. Donc, c'est pour ça que j'ai mis vraiment dans l'équipe le CSPH et les centres de gestion d'entreprise, en tout cas les représentants qu'on avait là, faisaient partie intégrante de l'équipe projet. Puis vous comprenez que ça fait beaucoup de monde à collaborer ensemble dans ce sens-là. Les projets en soi, en fait, ce qui était très demandant dans ce projet-là, c'est un projet qui, en fait, il y avait plusieurs projets en cours qui visaient à optimiser le traitement de la clientèle de détail, donc la clientèle qu'on visait. Donc, il fallait vraiment voir les changements dans son ensemble et pas juste par petits projets. Donc, tous les projets, en fait, qui étaient en cours touchaient à la même clientèle, au même processus. Nous, on se retrouvait ici, donc le projet Octroi 5 jours, il y avait un projet qui visait à faire évoluer les pratiques de crédit. Il y avait un autre projet qui visait à revoir les forfaits de financement pour cette clientèle-là.
Il y avait un autre projet avec lequel on était beaucoup en arrimage, donc la signature électronique à introduire pour cette clientèle-là encore. Le projet FinTPE, qui était en fait un processus pour faire du financement en ligne pour la même clientèle, mais en fait pour une clientèle un petit peu plus restreinte puis pour des montants plus petits. Et le projet BPMS, qui c'est un peu le projet BPMS CRM, donc toute la relation client dans les systèmes. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de projets à s'arrimer en même temps. Tout ça, dans le fond, sans perdre la vision qu'on voulait pour cette clientèle-là, de simplifier, de moderniser par l'automatisation, de donner plus de pouvoir à la première ligne. Et tout ça en essayant de trouver un équilibre entre qualité, efficacité, quantité. Donc, je vous dirais que les activités d'arrimage étaient très importantes. Je vous donne l'exemple avec le projet BPMS, donc c'est qui venait mettre en place le système, le CRM. Dans le fond, il se basait sur un processus existant, mais nous, on venait changer ce processus-là. Donc, les autres, ils étaient déjà en phase de développement. Donc, il y avait vraiment beaucoup de coordination là, à faire avec les autres projets. Grosso modo, donc, ce qu'on a fait, comme je vous l'ai dit tantôt, vraiment, on a fait un changement au niveau du processus en transférant des activités qui se réalisaient au CDI vers le CSPH, l'arrière-richie entreprise. Donc, en arrimage avec le projet de l'évolution des pratiques des crédits, on a fait des changements, des allègements au niveau des pratiques des crédits. Et on a travaillé avec l'équipe de formation justement pour aller remplir les lacunes qu'il y avait au niveau de la préqualification des dossiers. On a travaillé aussi sur les outils et la documentation. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait des changements comme outils dans ce projet-là. C'est le volet technologique qu'on a eu dans ce projet-là. Donc, il y avait un volet processus, puis il y a eu un volet technologique dans ce projet. Comme je disais tantôt, c'était une solution en co-création. Donc, on avait vraiment 2 centres de jardins entreprises, le centre de jardin au Richelieu-Yamaska, puis celui de la Naudière, puis les centres de services partagés, avec qui on a vraiment co-créé, on a fait de la co-création pour définir le processus en soi. Ça amène son lot de défis, faire de la co-création en soi, mais ça s'est quand même bien passé. On avait bien sûr plusieurs directions qui étaient impliquées, produits opération, conception de solutions, efficacité opérationnelle, les centres d'affaires en ligne, les encadrements. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de parties prenantes à prendre en compte. Quand on fait l'analyse des parties prenantes, ça en faisait du monde. Donc, quand je dis qu'on a fait de la co-création, comment on a fonctionné? En fait, on a fait une expérimentation, un pilote, en fait, qui a commencé en octobre 2018. Donc, le projet s'est divisé en 4 phases. Donc, en phase 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 3 scénarios initialement. Donc, suite au diagnostic qui avait été fait sur le terrain, suite à l'analyse des délais c'était trop long, 26 jours, il y a eu des ateliers pour arriver à proposer 3 scénarios possibles de processus. Je ne vous décrirai pas les 3 scénarios, donc nécessairement, mais il y avait un scénario dans le fond qui comprenait dans le fond de faire les activités toutes par une seule entité, l'autre qui était de centraliser les opérations d'analyse au CSPH, donc c'est le scénario choisi, et un autre qui était un petit peu l'entre-deux. Donc, il y avait 3 scénarios sur la table. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a expérimenté ces 3 scénarios-là avec les 2 CDE dont je vous ai parlé. On a fait un pilote avec ces CDE-là. On a pris quelques dossiers, quelques types de prêts qui étaient simples à faire. Et là, quand je vous dis que c'est une expérimentation, un pilote, il faut juste prendre en compte que c'était vraiment des vrais dossiers, c'était des vrais clients. Là. Donc, oui, on avait une équipe en place justement pour les supporter, mais c'était pas une expérimentation comme on le connaît dans un environnement plus technologique ou un environnement de tests. C'était vraiment avec des vrais clients. Donc, suite à la première phase, avec quelques décès, quelques dossiers, on suivait la volumétrie. Donc, on surveillait les délais
des 3 scénarios et les scénarios qui démontraient le plus de résultats pour atteindre nos objectifs de 48 heures et 5 jours, c'était le scénario du CSPH, donc celui où on centralisait les activités au CSPH. Donc, en janvier 2019, on a décidé justement de continuer l'expérimentation, le pilote, seulement avec ce scénario-là, et on a vraiment fait participer tous les directeurs des comptes de ces CDE-là, et on a ouvert l'aval vraiment pour tous les types de prêts. Donc, on voulait un peu plus de volumétrie pour voir si c'était vraiment le bon processus. Donc, c'est ce qu'on a fait en phase 2, qui s'est échelonné vraiment jusqu'au 3e trimestre environ de 2019. Et entre juin, puis le 3e trimestre, environ vers la fin du trimestre 2019, on a décidé d'accueillir plus de CDE, donc pour avoir plus de volumétrie. Et en fait, il faut savoir que pendant tout ce temps-là, c'est là où je parle de co-création. Oui, on avait un processus qu'on avait mis sur papier, qu'on expérimentait, mais tout au long de cette période-là, en fait, on se rencontrait à chaque semaine de façon hebdomadaire avec des représentants des CDE participants, avec des représentants du CSPH, des représentants de la Fédération des caisses. Donc, à chaque semaine, on parlait de comment ça se passait dans le processus, qu'est-ce qui était bloquant. Donc, c'est là où on faisait de la co-création, on ramenait des points qui ne marchaient pas, des directeurs des comptes qui me disaient « mais on n'a pas vu tel cas de figure, le processus, ça ne marche pas avec tel type de prêt ». Fait qu'il fallait se réajuster quand même assez rapidement. Pendant tout ce temps-là, l'équipe projet était en place. Donc, s'il y avait un problème, donc s'il y avait un prêt qui était bloqué parce que ça ne marchait pas avec le processus, bien, il fallait agir vraiment rapidement. Là. Tout le monde était en mode solution, bien, il faut ajuster le processus, etc. Donc, c'est surtout ici qu'on a fait la grosse partie de la co-création. Et en phase 4, donc, vers la fin 2019 jusqu'à maintenant 2020, on a fait un déploiement progressif pour tout l'ensemble des CDE du Québec et l'Ontario avec le nouveau processus. Et en même temps, on a développé une application. Je vais vous donner un peu plus de détails, comment ça se fait qu'on a fait un développement d'application vraiment à la fin, ou si je peux dire à la fin du projet. Donc, vous allez comprendre un peu plus. Donc, ça, c'est à quoi ça ressemble à très, très haut niveau, le processus d'octroi 5 jours, par exemple, pour un prêt commercial et industriel. Donc, on a ici le Centre de jardin d'entreprise et on a ici le back-office, donc le CSPH. Comme je disais tantôt, quand vous rencontrez un directeur des comptes comme entrepreneur, mais il complète et il transmet en fait un sommaire des informations. Donc, il voit toutes vos données qui ont besoin de faire l'analyse du dossier. Il remplit un sommaire des informations qui étaient transmises au CSPH pour faire l'analyse du dossier et recommander, voir si le dossier est accepté, refusé, etc. Et par la suite, le directeur des comptes il était en mesure de donner une réponse rapidement aux membres. Donc, le reste du processus, on n'a pas vraiment touché, donc je passe rapidement, mais dans le fond, on était capable justement de faire un déboursé en 5 jours. Quand je vous dis ici qu'il transmettait les informations au back-office, en fait, ce qu'on a mis en place dans le pilote, c'était un formulaire Word qui remplissait. Donc, il y avait certaines informations, le nom d'entreprise, les projets pour lesquels il finançait, etc. Et ce document-là il était déposé dans une voûte électronique sécurisée, bien évidemment, dans laquelle les analystes au CSPH, ils venaient la prendre, puis faisaient leur analyse avec ça. Donc, tout allait bien. En phase 1, phase 2, on avait quelques décès, quelques dossiers, quelques CDE participants. Il n'y avait pas de problème. Oui, on voyait qu'on suivait tout au long ici dans l'expérimentation, on suivait toute la qualité des informations qui étaient transmises entre le CDE et le CSP. Donc, je
je vous parle beaucoup de ce document-là, de ce sommaire-là. En fait, c'était un document Word. Donc, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de champ obligatoire nécessairement. Il y avait donc du va-et-vient entre le CSP et le CDE. Il manquait l'information. Les directeurs des comptes, bien, ils étaient motivés à faire ça dans les délais. Donc, il arrivait souvent qu'il manquait de l'information. Donc, mais ça allait, ça se tenait. Ça allait bien quand même dans le processus. Par contre, c'est vraiment plus vers la fin, quand on a commencé à avoir vraiment beaucoup de volumétrie, beaucoup de dossiers qui rentraient. Là, on avait vraiment plus de CDE qui expérimentaient le processus. Ben là où les CSPH, en fait, sont dit ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, on a beaucoup trop de va-et-vient. La qualité de l'information qui rentre ça ne peut pas être viable comme processus si on ouvre ça vraiment à l'ensemble de la province et l'Ontario aussi. Là. Donc, c'était une surprise donc, que cet enjeu-là prenne de l'ampleur, mais donc, on a quand même pris la décision de faire un déploiement progressif du processus avec le formulaire Word qui avait été mis en place, mais il fallait vraiment trouver une solution rapidement pour quelque chose de beaucoup plus automatisé pour vraiment faire un déploiement général. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un déploiement progressif. Et c'est de là où on a fait de l'analyse des solutions pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour régler cet enjeu-là. Puis c'était le développement d'une application. Donc, le développement de l'application, vraiment en phase 4, c'était un sommaire d'information web qui est avec la technologie, en fait, qui est avec sous ServiceNow, en fait. Et on l'a fait avec l'équipe de développement rapide, comme je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, on était vraiment vers la fin du projet. On ne pouvait pas se permettre de faire un développement qui allait durer 5 ans. Donc, on essayait de trouver une façon de faire ça rapidement, mais bien évidemment. Puis, c'était avec l'équipe Expresso là, de développement. Ça s'appelle l'équipe Expresso. Donc, qui font du développement rapide qui nous a permis justement de développer cette application-là. On a fonctionné en agile justement avec eux autres, donc c'était quand même assez le fun. Puis, bien évidemment, on avait des contraintes de temps et de budget. On se rappelle que le CSP, on avait dit oui, on fait un déploiement progressif avec le formulaire actuel, mais il faut trouver rapidement une façon d'amener une solution un peu plus automatisée. Là. Donc, on avait une contrainte de temps. On arrivait à la fin du projet aussi, donc le budget commençait à être limité. Et il faut savoir aussi, comme je vous ai parlé tantôt du projet VPMS, CRM, en fait, eux autres étaient justement en train de mettre en place le système qui fait tout le flow d'activités. Bon, tu rencontres un client, voilà ton activité qui part dans le système, etc. Et nous, on est comme développer une application pour quelque chose qu'eux autres étaient déjà en train de développer. Mais les autres, ils arrivent un peu plus tard dans le temps, donc on avait besoin de quelque chose avant. Donc, on a quand même pris, en tout cas la direction a quand même pris la décision d'y aller de l'avant avec le développement de cette application-là qui est une solution tactique, donc ce n'est pas une solution permanente. La solution cible, en fait, c'est justement le projet VPMS CRM qui va venir remplacer tout ça. Donc, il fallait trouver un équilibre aussi là, dans ce qu'on allait développer avec le temps qu'on avait. Donc, on pouvait pas, on avait souvent l'image on veut la Cadillac, là, mais on n'aura pas nécessairement la Cadillac. Là, on va avoir un entre-deux. Là. Donc, quelque chose qui est viable, qui va répondre à notre enjeu de qualité d'information, puis de respecter nos délais. Et donc, le projet en soi a été vraiment un succès avant l'expérimentation, donc avant que le pilote commence en octobre, en 2018. Il y avait seulement 35% des dossiers qui étaient autorisés en 48 heures. En avril 2020, il y a 70% des dossiers qui ont été autorisés en 48 heures et ça continue à s'améliorer. Bien évidemment, il y a toujours des cas plus complexes dans certains types de prêts.
Donc, les délais moyens étaient de 26 jours avant ce projet-là. Et on a réussi à avoir un temps moyen de 2,6 jours, ce qui est quand même assez énorme comme changement. Donc, ça a l'air simple de dire on transfère une activité d'une entité à l'autre, mais ça a vraiment eu un grand impact là, au niveau des délais. Donc, en gros, c'est ça le projet. Je vais répondre à vos questions un petit peu à la fin, s'il y a des questions vraiment au niveau du projet, comment on l'a fait, au niveau de la solution. Je voulais en deuxième partie, comme vous avez dit, vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'une analyse d'affaires fait dans tout ça, autant dans la partie processus que dans la partie technologique. Donc, je sais qu'il y a la plupart du monde, c'est dans le domaine de l'analyse d'affaires qui sont là, mais je sais que des fois, il y a des conférences du monde qui veulent s'informer un peu plus. Fait que je voulais mettre la base pour tout le monde pour une définition que j'aime bien de l'analyse d'affaires. Donc, l'analyse d'affaires est chargée d'évaluer les besoins d'une organisation ou d'une unité d'affaires et de documenter ses processus et systèmes et d'analyser son modèle d'affaires. Il agit généralement comme un agent de liaison entre les différentes parties prenantes de l'organisation. Donc, on voit les besoins, les processus, les systèmes, agents de liaison, parties prenantes. C'est tous des volets que j'ai eu la chance là, de toucher dans ce projet-là. Donc, grosso modo, c'était vraiment au niveau des besoins d'affaires, c'était la collecte des besoins d'affaires, autant pour la partie technologique que processus. La définition des rôles et responsabilités des parties prenantes, comme vous avez vu, ça impliquait énormément de parties prenantes. Donc, c'était vraiment important de définir les rôles de chacun, de chaque direction. Et même à l'intérieur de l'équipe projet, il fallait vraiment être coordonné là, dans la définition des rôles. Là. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec la chef de projet pour faire cette activité-là, en début de projet surtout. La modélisation des processus, comme vous pouvez bien l'imaginer, donc les processus, les différents processus possibles et les processus finaux, l'animation des ateliers tout au long du projet, la gestion de changement, donc on faisait ça ensemble avec la conseillère en gestion de changement qui était tout au long avec nous dans ce projet-là, les indicateurs de performance, ça c'était en collaboration avec les conseillers en efficacité opérationnelle, justement, pour aller définir des métriques, là, justement, des suivis. Et un rôle de facilitateur, je dirais, c'était un projet, oui, il y avait de la politique autour de ça, donc c'est un rôle vraiment de facilitateur entre les parties prenantes à l'intérieur de l'équipe projet. Et comme conseiller stratégique, donc justement, quand on est arrivé justement au moment de dire est-ce qu'on développe l'application, sachant qu'il y a une solution cible qui s'en vient, donc vraiment jouer un rôle de conseiller stratégique à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'avec la chef de projet, puis le promoteur, là, et le chef de projet, Carlos, c'était vraiment collaborer ensemble là, pour être en mesure de respecter la portée, le budget, l'échéancier. Donc, c'est vraiment beaucoup d'activités d'analyse, utiliser ses compétences comportementales, relationnelles, de communication. Et donc, tout ce qui touche au rôle de product owner, donc au niveau technologique, le volet technologique, j'ai été Product PO, donc avec Nancy Prou pour justement prioriser le backlog, la vision du produit, etc. Et bon, tout ce qui est la rédaction des scénarios, des cas d'utilisation et la stratégie de test qui avait été prise en charge, en fait, par ma collègue Marie-Ève Santonge. Donc, j'ai été plus en support. Puis c'était ça la beauté, justement, de cette équipe-là, l'équipe Projet Cœur, c'est qu'on était vraiment tous complémentaires. Il y avait certaines tâches d'analyse d'affaires, justement, moi, je ne pouvais pas nécessairement tout faire, donc qui ont été faites par d'autres collègues. Puis c'était vraiment ça la beauté de cette équipe-là qui était vraiment motivée. C'est sûr qu'au niveau des défis que j'ai eus dans ce projet-là, les principaux défis, moi, je venais tout juste d'arriver chez Desjardins. Je suis tombé direct dans ce projet-là qui
qui avait déjà débuté, qui n'avait pas d'analyse d'affaires quand je suis arrivé au moment même. Il y avait une analyse d'affaires avant, au tout début du projet. Donc, c'est sûr que là, c'était mon intégration, pas seulement dans le projet, mais chez Desjardins en même temps. Donc, un projet qui n'était pas simple. Donc, c'était pas une chose facile, mais notre gestionnaire, justement, Mme Boutin, elle a mis en place un plan de formation spécifique au secteur entreprise pour les analyses d'affaires, qui est justement, ça permet justement à l'analyse d'affaires de quand même être fonctionnel assez rapidement dans les projets. Et on a aussi la communauté des analyses d'affaires au Mouvement Desjardins qui a beaucoup de ressources, beaucoup de ressources pour les analyses d'affaires. Donc, je me suis impliqué là-dessus justement pour aller chercher des outils. Et bien évidemment, la culture d'entreprise aussi qui aide à l'intégration. C'est une culture d'entreprise, c'est une belle culture d'entreprise chez Desjardins. Au niveau de la co-création, comme je vous ai dit, c'est sûr, ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de parties prenantes. Comme je dis qu'on le faisait avec les CDL, CSP, on avait des représentants de ces entités-là, parce que tu ne peux pas avoir tout le monde pour faire la co-création. Donc, c'est important d'avoir la transparence. La co-création, c'est pas de dire, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? OK, on va le faire, tu sais. C'est vraiment être transparent, mais on peut faire certains trucs, on ne peut pas le faire. Donc, au niveau de la co-création, on avait aussi l'appui de l'équipe de gestion qui a été très, très, très importante dans ce volet-là. Parfois, il y avait de la confusion, justement, quand on parlait de co-création. De dire, ben, on ne peut pas tout faire. Fait que c'est là où l'équipe de gestion nous donnait un gros coup de main. Mais c'était beaucoup, c'était de la collaboration, puis se dire qu'on avait des objectifs communs. Quand je vous parle des cultures d'entreprise ici, chez Desjardins, la culture d'entreprise est vraiment très forte. C'est vraiment, l'objectif était vraiment de réduire les délais, puis on le faisait pour les membres et clients. Là. Fait que tout autant dans l'équipe projet que les participants à la co-création, mais tout le monde avait cet objectif-là commun. Puis, oui, il y avait de la négociation, mais c'était de la négociation justement qui était saine, donc à ce niveau-là. Je vous ai parlé tantôt aussi dans les défis de tous les projets en cours qui touchaient les mêmes processus. Fait que c'était vraiment beaucoup d'activités de coordination et de collaboration avec ces équipes-là. Là. C'était pas... Il ne fallait pas venir en compétition, mon projet va arriver avant le tien, etc. C'était vraiment de la collaboration qu'il fallait mettre en place. Et la méthodologie agile, oui, Desjardins dans un virage agile, mais les secteurs affaires sont pas nécessairement tous au même niveau que les équipes TI. Donc, il fallait vraiment que la communication soit adéquate à ce niveau-là, puis qu'on gère bien les attentes. Est-ce qu'on faisait du 100% agile? Pas nécessairement. C'était du hybride. Puis on avait quand même une date à laquelle on voulait livrer. Donc, il fallait vraiment gérer les attentes quand on disait, bien, on s'en va en agile. Oui, mais avec un petit mais. Puis, je vous ai parlé, en fait, tout au long de la présentation, un peu partout, pourquoi le projet Octroi Saint-Jour a été un succès. Principalement, c'est le travail d'équipe. Comme je vous dis, c'était vraiment une équipe qui était complémentaire, je dirais, c'est le mot, qui était motivée. On a travaillé 2 ans ensemble. On avait des rencontres à chaque matin, 8h30, 9h, où on se rencontrait. C'était une espèce de scrum, si on veut. Puis, pour parler du projet, des enjeux, etc. Donc, l'équipe était vraiment motivée quand il y avait un qui tombait malade, mais il y en a un autre qui prenait la relève, puis let's go, on continue. Donc, c'est un des facteurs clés de succès. Donc, tout au long du projet, c'était l'attitude et l'influence aussi des membres de l'équipe. Donc, on a eu des embûches, mais c'était vraiment de rester positif. Puis la haute direction nous supportait vraiment tout le long. Ça a été du début jusqu'à la fin du projet. La haute direction voulait vraiment que ces projets-là réussissent. Donc, si on n'aurait pas eu ça, peut-être qu'à certains moments, les projets auraient pu même arrêter. Donc, on était tout le temps en mode solution aussi, comme je vous ai dit tantôt.
c'était un processus qu'on expérimentait au début, mais avec de vrais clients. Fait que si on ne pouvait pas se dire, OK, je te reviens dans 2 semaines, non, on a un dossier qui est bloqué, qu'est-ce qu'on fait là? Puis, ben, il fallait s'adapter, justement, il fallait s'adapter comme équipe. C'est pas tout le monde qui avait fait de la co-création nécessairement, c'est pas tout le monde qui avait travaillé en agile. Donc, c'est vraiment la capacité d'adaptation là aussi qui a joué dans le succès de ce projet-là. Et en fait, c'est ce qui m'amène un petit peu au mois de la fin. Je ne connais pas nécessairement le type de public qui est là aujourd'hui, mais aux analyses d'affaires, ce que je peux vous dire, c'est que les soft skills, ben, utilisez-les quand vous pouvez. On est souvent impliqué dans des projets technologiques, mais là, comme vous voyez, j'étais impliqué au début dans ce projet-là qui était un projet surtout processus. Puis c'était beaucoup les soft skills qu'il fallait utiliser à ce niveau-là. S'il y a des gestionnaires dans la salle, ceux qui en avaient la dernière fois que j'ai donné la conférence, ben écoutez, impliquez vos analyses d'affaires comme conseiller stratégique. Donc, des fois, certaines analyses d'affaires sont impliquées dans le projet un peu plus tard, mais si vous les impliquez au moment du conseil stratégique, ça peut être vraiment une plus-value pour vous autres. Puis, ben, à tous les autres qui ne sont pas nécessairement en analyse d'affaires, entourez-vous d'analyse d'affaires dans vos projets, puis vous allez voir que vous allez avoir des bénéfices à en tirer. Là. Donc, c'est ce qui met un petit peu fin à ma conférence, pas mal. On peut peut-être passer à la période des questions. Yves, s'il y en a, ou commentaires ou partage d'expérience. Je peux peut-être lancer premièrement par un commentaire puis peut-être une petite question. Bravo, parce que là, je comprends très bien pourquoi le jury vous a retenu. Là, c'est un très beau projet. Et ma grande surprise, c'est à quel point ce projet-là est resté un projet d'affaires. Vous avez ça a été une solution d'affaires jusqu'au bout et ça a basculé un peu sur l'aspect technologique à la fin. On voit tellement de cas où c'est l'inverse qui se passe. On part avec une idée d'affaires et on tombe en projet technologique avec tout ce que ça peut amener comme marasme et de problématiques. Et l'approche que vous avez prise, je trouve ça très intéressant parce que j'ai eu la chance de faire le même travail, mais dans une autre institution bancaire. Et ma question est la suivante. Justement, vous avez travaillé beaucoup sur le processus et les outils, l'information. Au niveau de la culture, je sais que les financiers, c'est des gens qui n'aiment pas le risque. Et on avait la même amplitude, c'était 25-26 jours aussi dans l'autre institution que je vous parle. Mais ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Les gens n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils analysaient, ils suranalysaient chacun des dossiers pour ne pas se tromper. Ils se sont rendus compte que les faux positifs ou les faux négatifs, c'était pas si coûteux que ça en fin de compte. Et il y avait quand même à gagner d'en échapper un de temps en temps. Comment ça s'est fait dans ce projet-là? Est-ce que tu as frappé C'est sûr, ça c'était, oui, au début du projet, c'est là où on travaillait vraiment beaucoup avec l'équipe de gestion de changement. On ne venait pas nécessairement changer la façon d'analyser les dossiers en soi. Oui, il y a eu des allègements au niveau des pratiques des crédits, mais bon, ça, on était supporté par l'équipe de gestion là, qui disait oui, on peut y aller avec ces allègements-là. Au niveau de l'analyse de dossiers, on n'a pas changé la façon de faire en soi, c'est vraiment, on a transféré l'activité. Mais oui, il y avait une réticence de dire, tu sais, actuellement, moi, je suis directeur des comptes, je veux que mon analyse reste là, je la donne à quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a eu de la gestion de changement à faire à ce niveau-là, avec les équipes de gestion de changement. Et je te dirais que dans ces cas précis-là, la promotrice a joué un rôle clé là-dessus. Comme je t'ai dit, ça fait une trentaine d'années qu'elle est chez Desjardins. Elle connaît le terrain, elle connaît les gens. Puis ce qui est particulier aussi chez Desjardins, souvent quand on développe une solution ou un projet, et puis c'était le cas dans ce projet-là, c'est que les centres Desjardins Entreprises avaient le droit de dire oui ou non, j'embarque dans la solution.
Donc, ça a été beaucoup le rôle de la promotrice de faire cet exercice-là des ventes auprès de CDE, si on peut appeler ça de même. C'était une vente de ces nouveaux processus-là. Qu'est-ce que ça amenait pour eux autres comme bénéfice? Qu'est-ce que ça amenait pour le membre comme bénéfice? Fait que, elle a joué, elle était entourée d'une équipe, mais elle a joué un rôle crucial dans la vente de la solution, puis pour qu'elle soit acceptée, d'adhérer à la solution. Et on a eu, en fait, tous les CDE à l'heure où on se parle ont adhéré à la solution. Là, un autre beau succès, connaissant la dynamique chez Desjardins, justement, de la pyramide inversée, où le corpo travaille vraiment pour les succursales. Oui, c'est pas simple. Oui. On peut laisser les gens poser leurs questions, même avec leur micro, là, si vous voulez vous remettre sur le unmute puis poser vos questions directement, je vous invite à le faire. On ne devrait pas avoir trop de collisions. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions à notre invité. Je vais poser une question à Andrew. Oui. L'objectif d'affaires dans le business case, c'était quoi? C'était combien de jours? Vous ciblez combien de jours? Peut-être de 26, mais là, vous ciblez combien dans le business case? C'était vraiment de cibler 5 jours, en fait, ce qui avait été fait dans le diagnostic, autant par rapport à ce que la concurrence faisait déjà. Là. Je ne m'en souviens pas nécessairement des chiffres par rapport à la concurrence, mais on ciblait vraiment de réduire ça à 5 jours. OK. En termes d'octroi. Ouais. Puis, juste pour te dire, en fait, le deuxième objectif, si on veut, là, qui était d'être capable de répondre aux membres en 48 heures, c'est un objectif qui est venu prendre du poids un peu plus loin dans le projet quand on était en expérimentation. On se rendait compte justement que le feedback qu'on avait des membres qui avaient ces nouveaux processus-là, c'est que le wow, si on veut, était au niveau de « OK, j'ai ma réponse en 48 heures. Je suis capable de savoir si mon prêt est accepté. » Après ça, ça ne me dérange pas de l'avoir en 5, 10 ou 30 jours. Mais donc, il est venu prendre un petit peu plus de poids, le deuxième objectif, quelque chose qu'on ne s'attendait pas nécessairement au début. Ah, c'est bien ça. Ma deuxième question, vous avez mentionné que vous avez utilisé des cas d'utilisation. Est-ce que vous avez aussi utilisé des recettes d'utilisation, des user stories ou seulement des use cases? C'était vraiment beaucoup plus de use cases, puis c'était dans le volet technologique, je te dirais. Puis vu que c'est une solution en soi pas nécessairement complexe au niveau de la solution, on parlait d'un formulaire Word qu'on automatisait en web, si on veut. Là. On n'est pas allé jusqu'à la... On est juste resté dans les use cases. Hein. OK. Est-ce que d'autres personnes veulent se lancer pour poser une question? Peut-être par les chats aussi, s'il y en a... Alejandro, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que dans ton rôle d'analyse d'affaires, dans tes tâches, est-ce que vous avez fait une sorte d'analyse, de root cause analysis? Ça veut dire aller chercher vraiment les causes du problème pour le fixer. Parce que moi, je comprends que le problème, c'était le processus, c'est ça? C'est ça qui causait le retard? Je te dirais que cette activité-là, moi, je n'ai pas eu à la faire quand je suis arrivé déjà dans le projet. C'était vraiment les conseillers en efficacité opérationnelle qui ont fait un diagnostic, en fait, de la situation. On entendait déjà que le processus était trop long. Donc, c'est tout ce qu'on savait, il était trop long. Mais ils sont vraiment allés faire des observations sur le terrain pour aller mesurer qu'est-ce qui était, en fait, c'était quoi exactement le trop long et c'était quoi les causes, en fait. Donc, c'est là où on est venu trouver les raisons qui étaient, le flow d'activité était peut-être pas optimal, la documentation était trop lourde, les pratiques de crédit étaient peut-être trop strictes. Donc, ils sont allés chercher, oui, les causes, mais ça n'a pas été, quand moi je suis arrivé, en fait, les causes étaient déjà identifiées. OK. Et toi, comme analyse d'affaires,
moi, je pose la question, est-ce que tu es allé, on avait déjà identifié les causes du problème, puis toi, tu les as adressées dans ton analyse. Exact, c'est ça. C'est sûr que quand je suis arrivé, pour être honnête avec toi, justement, au moment où je suis arrivé, il n'y avait pas d'analyse d'affaires. Donc, l'information du projet était, ce qui était fait était un petit peu partout. Fait que c'était mon premier mandat, c'était vraiment de structurer ce qu'on avait comme information. On avait des documents par ici et par là, et des causes, des solutions, tout était mélangé. Fait que ça a été, oui, j'aurais fait une analyse pour aller chercher puis structurer l'information. OK, merci. Bienvenue. Oui, Alejandro, c'est Dulce. Oui, Dulce. Tu as mentionné, je crois que c'était un défi lorsque tu es arrivé sur le projet. En tant que nouveau BA, je pense que tu es quand même assez nouveau quand tu as commencé le projet et aussi dans une nouvelle organisation des jardins. Et je crois que j'ai entendu le fait que tu as dit que l'organisation, les dirigeants, ta directrice, je pense qu'elle a beaucoup fait pour t'intégrer, pour t'aider à t'intégrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour intégrer un nouveau BA dans le contexte? En fait, je vais essayer de répondre comme il faut. Déjà, à la base, chez Desjardins, il y a la direction des analyses d'affaires. Et moi, je n'en fais pas partie. Je fais vraiment une analyse d'affaires qui fait partie de la ligne affaires entreprise. Le secteur entreprise a décidé de garder ces analyses d'affaires sous leur direction, si on veut, parce que c'est un secteur un peu plus complexe qui demande une certaine connaissance que je n'avais pas d'ailleurs en entrant dans le secteur. Donc, ce qu'ils font concrètement, c'est vraiment un plan d'intégration qui a été fait par l'équipe elle-même des Joanne Boutin. C'est plusieurs contributeurs de l'équipe qui ont fait en sorte de créer un plan d'intégration. Concrètement, c'est vraiment un plan dans lequel on a toute première semaine, deuxième semaine, on a une série de rencontres à faire, autant pour comprendre les domaines d'affaires du secteur entreprise. Donc, on a des rencontres avec des experts métiers, des responsables des solutions, les différentes équipes de la fédération, qui est le mode projet chez Desjardins aussi, où est-ce que l'analyse d'affaires s'intègre dans les projets chez Desjardins. Donc, c'est beaucoup ce type de rencontres-là. Madame Boutin aussi, elle prend beaucoup le temps, en fait, pour les nouveaux. Elle fait des... Je ne m'en rappelle plus, je ne fais plus partie de ces rencontres-là, vu que je ne suis plus un des petits nouveaux, mais elle rassemble les petits nouveaux de l'équipe, puis elle fait des cas, des exemples de financement. Elle dit, bon, ben maintenant, on a un entrepreneur qui arrive dans un centre de jardin entreprise et il demande tel type de financement et les analyses d'affaires sont invitées à ces réunions-là. Fait que ça nous permet de comprendre la business assez rapidement sans nécessairement non plus remplacer les experts métiers. Puis ça, c'est des fois une confusion que, autant au sein de Jardins que j'ai vécu, qui, par l'effet des choses, tu finis par comprendre le domaine des entreprises et comment on fait du financement. Et tu parles le langage et tout ça, mais il y a certaines personnes qui te confondent avec un expert métier. Donc, tu sais, cette distinction-là, des fois, il y a encore une zone grise aussi par l'effet de même qu'il y a plusieurs experts métiers chez Desjardins qui deviennent des analystes d'affaires. Donc, eux autres, ben, ils jouent un double rôle. Là, ils sont des experts métiers du domaine puis ils analysent d'affaires. Dans mon cas, je suis vraiment un analyste d'affaires pur. Oui, je connais le domaine à cause des projets, mais je ne suis pas du tout un expert métier. Mais c'est vraiment comme ça que la direction intègre les analyses d'affaires. On a aussi, on m'avait mis un parrain, donc on m'avait mis un parrain dès le premier jour qui m'explique, en fait, qui m'accompagne littéralement, qui en fait monte tout, là, et j'y parle jusqu'à maintenant, donc c'est Christian Varin, je ne pense pas qu'il est dans la rencontre, mais il m'a beaucoup aidé dans les premières semaines. C'est une analyse d'affaires, bien évidemment. Donc, il mise beaucoup sur l'intégration des analyses d'affaires. Moi, je pense que c'est une formule gagnante parce que tu es fonctionnel. Pour entrer dans un projet complexe comme ça, moi, comme l'a présenté au début, j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » Mais, tu sais, l'intégration s'est fait vraiment bien. Là.
Ah, c'est bien. C'est très structuré et planifié également. C'est bien ça. Exact. Oui. Merci. Bien. Donc, est-ce que d'autres questions pour notre invité? Bon. Oui, Abdelila. Oui, bonjour tout le monde. Merci Alejandro pour cette présentation. Ma question est, étant donné que c'est un projet focalisé sur les processus, est-ce qu'il y a eu un formalisme particulier pour modéliser et documenter les différents, enfin le processus? Il y a pas, en fait, il y a un projet en soi chez Desjardins, justement, qui s'occupe justement de toute la documentation des processus. Au moment où moi, je suis embarqué dans le projet, il n'y avait pas un formalisme en soi pour dire, ben, on devait absolument utiliser tel format BPMN ou peu importe un autre format pour les processus. Moi, je suis allé avec du BPMN. Ce que je vous ai montré tantôt, c'est vraiment un processus bonhomme, comme on appelle PowerPoint, qui s'insère dans une présentation plus pour un public. Ça peut être des gestionnaires ou une équipe projet. Là. Donc, il n'y a pas, en tout cas, dans le projet, on n'a pas eu de formalisme à ce niveau-là. Je sais qu'il y a un projet justement qui est structure, justement, qui va venir encadrer comment qu'on modélise les processus, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de formalisme. Non. Merci. Bienvenue. Bonjour Alejandro. Oui. Tout d'abord, merci d'avoir partagé ton expérience comme analyste d'affaires au sein de ce projet-là. Ça a l'air vraiment intéressant. Je voulais justement revenir à, tu as mentionné un éventail des tâches ou d'activités que tu as fait dans ton rôle d'analyste d'affaires dans le projet. Oui. Donc, j'ai deux questions en fait. La première, ça va être parmi ces activités-là, dans lesquelles tu as eu le plus de fun, que tu as aimé, que tu voudrais continuer à exercer là-dessus, plus particulièrement. Et sinon, l'autre question, c'est plus par rapport aux tâches que tu as fait comme Product Owner. En fait, j'étais en train de penser, puis le rôle de Product Owner, c'est un rôle qui, quand il est fait comme full-time, son pouvoir décisionnel est très important. Toi, en tant que proxy, comment tu as vécu ça dans la dynamique du projet? Parfait. Ben, écoute, je vais répondre à ta première question dans les tâches que j'ai le plus aimé. Et puis, ça allait un petit peu avec les mots de la fin. C'est vraiment quand je suis impliqué dans les activités des conseils stratégiques. Puis vraiment, dire est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on recommande de ne pas le faire. Des fois, c'est vraiment dire mais non, on ne le fait pas. Là-dessus, je t'avoue que je tripe beaucoup. Et le rôle de facilitateur aussi. C'est un rôle que, je ne sais pas si c'est par mon côté humain ou quoi, que je me retrouve des fois automatiquement dans les projets comme un rôle de facilitateur. J'aime bien ces challenges-là qui n'est pas tout le temps évident. Ça dépend de la personnalité, mais je te dirais que c'est les deux activités qu'il me faut triper pas mal là-dessus. Puis sinon, au niveau de ta deuxième question de Proxy PO, j'ai mentionné tantôt Nancy Prou, qui était vraiment la product owner officielle, si on veut. Quand elle était débordée dans un truc, c'est moi qui ai embarqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je t'ai dit, dans ce projet-là, on était en co-création. Donc, on avait vraiment beaucoup de parties prenantes. Le rôle décisionnel du proxy PO, je te dirais que c'était beaucoup... Si on ne parle pas nécessairement du pouvoir décisionnel, en fait, il était à plusieurs niveaux. On ne pouvait pas nécessairement, comme product owner, de dire, par exemple, pour la solution, pour la nouvelle application, moi, on va mettre l'écran là, puis je vais mettre l'écran là, puis je vais mettre l'écran là. Parce qu'on était en co-création. Donc, il fallait vraiment, il y avait de la négociation avec le CSPH, avec le CDE. Il y a eu en fait avant d'arriver à une maquette de ce qu'on voulait pour la solution. Il y a eu des rencontres conjointes avec le CSP, le CDE, puis c'était
c'est pas nécessairement, je ne vais pas dire le mot bataille, mais les CDE, qui étaient les gens qui font le financement auprès des entrepreneurs, bien, ils ont des besoins différents de ce que le back-office a besoin. Le back-office, les autres, ils veulent toute l'information dans cette application-là. C'est normal, ils veulent avoir le plus d'informations possible pour faire l'analyse. Les directeurs des comptes, les autres qui sont dans les opérations, ils veulent donner du financement rapidement aux membres. Fait qu'ils ne veulent pas passer du temps à mettre autant d'informations. Fait que c'était arrivé à dire qu'est-ce qu'on met comme information. Comme product owner, on avait, oui, un certain pouvoir, mais on était beaucoup appuyé par la promotrice à ce niveau-là. Dès par le fait même, puis il l'a mentionné tantôt, la culture d'entreprise chez Desjardins, c'est pas du haut vers le bas. Tu ne peux pas nécessairement dire on va faire ça. C'est vraiment beaucoup un consensus, comment on fonctionne. Donc, oui, il y a un pouvoir décisionnel pour le product owner, mais à différents niveaux. Je dirais qu'il y a plus, par exemple, quand tu travailles avec les équipes TI, ben là, tu es vraiment le product owner à faire et tu dis, ben voilà ce qu'on a décidé pour la solution. Fait qu'on va vraiment commencer par développer l'écran pour le type de financement agricole, par exemple. Et l'équipe TI disait, ouais, mais on pourrait peut-être ajouter un tel bouton, etc. Puis là, ben, c'est là où tu avais un pouvoir décisionnel de dire, non, j'ai vraiment j'ai un échéancier, j'ai un produit à livrer qui veut ressembler à ça. Fait que c'est là où on venait avoir un pouvoir décisionnel. Mais comme je t'ai dit, ça dépend des moments. On ne l'avait pas partout. Pour être honnête avec toi, comme je t'ai dit, par la culture qui est beaucoup plus axée sur le consensus. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question à ce niveau-là. Oui, merci. Okay. Très bonne question, Danilo. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je suis un peu curieux. Les caisses populaires, vous m'entendez? Oui. OK. Les caisses populaires, c'est des entités autonomes là, c'est des personnes morales distinctes les unes des autres. Là. Les centres d'entreprise, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est aussi des... là, je ne veux pas trop m'embarquer dans le contexte organisationnel, mais oui, à ma connaissance, sont autonomes aussi, si OK. je me trompe pas. Donc, quand au niveau de la standardisation, là, la relation avec le centre de services partagés, dans quelle mesure ils sont obligés d'embarquer là-dedans? Parce que là, dans la façon que vous avez procédé, il y a eu comme les CDE pouvaient embarquer de façon volontaire. Là. Donc, il y a une espèce, je sais pas, il y a une espèce de mise en marché qui se fait à ce moment-là au niveau de la gestion de changement. Oui, ça fait partie de la gestion de changement. En fait, c'est un gros exercice pour la gestion de changement. Oui. Quand je parlais aussi des communications, j'ai passé vite, là, mais c'est quand même des activités qu'on a enlevées du CDE vers le CSP. Il y avait ressources humaines qui étaient impliquées aussi, je ne l'ai pas nécessairement mentionné, mais d'un côté, tu rajoutes de la job au CSP, et d'un autre côté, ben, tu te ramasses avec des gens qui ont du temps libre. Donc, ça aurait pu avoir des impacts au niveau, je veux dire, j'ai plus de job, mais ce n'est pas arrivé. Ouais. Il y a eu, oui, des réaffectations de certaines analyses qui étaient en CDE, qui ont été envoyées en CDP, donc ressources humaines étaient là-dessus. Mais gestion de changement a été un gros exercice au niveau de qu'est-ce qu'on communiquait, à quel moment on communiquait, là, tout en restant transparent. Là, on le faisait en co-création, mais c'est sûr qu'au niveau de l'équipe projet, il fallait faire attention des fois, justement, dans la stratégie de communication. Quand est-ce qu'on communique tel changement qui s'en vient? Quand est-ce que ça a été vraiment une stratégie qui était faite vraiment avec la chef de projet, avec la promotrice? Mais oui, puis il y avait de la réticence, en fait, je pense, à la fin du projet, un CDE, je pense, qu'on n'était pas sûr s'y embarquer. Il a fini par embarquer, donc, mais il aurait pu, oui, il y aurait pu, les CDE, il aurait pu dire non, j'embarque pas dans la solution. Par contre, par le fait même des choses, à un moment donné, ton service, il prend un coup, là, si on veut, là, parce que tu dépends d'un autre centre, le CSP. Donc,
oui, tu peux continuer avec l'ancien processus, mais là, c'est espèce d'autres qui fonctionnent full avec le nouveau processus. Mais ils ne sont pas obligés en soi, puis c'est vraiment un exercice de vente là, du processus qui a été fait par la promotrice. Là, donc, mais ce qui a aidé, là, je veux dire, dans l'adhérence, dans l'adhésion de ce projet-là, c'est qu'il a été fait en co-création. Donc, oui, en co-création, même tu peux manquer de petits affaires, mais là, on l'avait fait ensemble. Vous aviez déjà 2 CDE, donc il doit y avoir des petites variantes. Là, Exact, c'est pas la même réalité dans chaque CDE. Mais on avait quand même un bon 90% qui disait, je pense que tout le monde va être correct avec ça. OK. Ah ben, c'est super. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Donc, Alejandro, on va te remercier. Alejandro m'expliquait avant la conférence qu'il est déjà sur d'autres projets. Fait qu'on va peut-être avoir l'occasion de se revoir. Si tu mènes aussi bien tous tes projets, tu vas sûrement avoir d'autres beaux candidats présentés au prix Graal. Et j'en profite pour inviter là, ceux qui sont à l'écoute. Vous voyez, là, c'est fait pour le monde, comme on dit. Donc, préparez vos projets pour la prochaine édition. C'est pas compliqué de poser sa candidature. Et notre jury se fait un plaisir d'analyser. Moi-même, j'ai découvert le projet ce soir. On fait l'organisation du Graal, mais on n'est vraiment pas, on voit vraiment pas passer les projets. Donc, j'ai appris en même temps que vous. Puis, félicitations encore. C'était vraiment, vraiment un beau projet. Puis, ça a été mené de main de maître et les bénéfices étaient au rendez-vous. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie pour votre participation, votre présence. Puis, pour les intéressés, le 9 décembre, donc session d'information sur la certification. Sinon, je vous souhaite de très belles fêtes. Restez en santé, faites attention à COVID et on se voit en début d'année prochaine. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous.